On apprend toujours plein de choses avec Annabelle Boyer que je retrouve à l'instant pour une autre chronique des secrets du cerveau humain. Salut Annabelle. Bonjour Sly, comment ça va? Ça va très très bien. J'ai toujours soif d'apprendre et je pense que tu remplis très bien ta mission parce que là on va aborder quelque chose que je ne connais pas du tout ou peut-être que je connais pas ça avec cette appellation-là. On va en savoir plus sur le shadow work. Mais qu'est-ce que c'est ça? Le travail des zones d'ombre. On a déjà parlé un peu des zones d'ombre, mais il y a des techniques qui aident à diminuer ces zones d'ombre-là pour faire en sorte d'être plus en paix intérieurement. La dernière fois, on a parlé du syndrome de la personne raide. Dans le syndrome de la personne raide, on a une partie de notre cerveau qui va enregistrer des traumas, des stress, et les traumas et les stress se retrouvent dans la zone d'ombre. Et cette zone d'ombre-là, ça regroupe énormément d'éléments qui ne partent pas, qui s'effacent pas avec le temps. C'est une partie de notre psyché, donc de notre fonctionnement de notre cerveau, dans laquelle on a refoulé tout ce qui n'était pas autorisé parce qu'on avait peur d'être rejeté. Fait que si, par exemple, quand une petite fille qui est enfant, qui se met à chanter dans la cour de récréation et qu'il y a d'autres petites filles dans le coin qui rient d'elle, elle va s'empêcher de chanter, ça va devenir une zone d'ombre. Okay. Parce que c'est quelque chose où elle sait pas comment réagir et elle a peur d'être rejetée. Donc, une zone d'ombre, c'est unique à soi. Ma zone d'ombre n'est pas la même que la tienne, qui n'est pas la même que celle de Félix, qui n'est pas la même que celle de Julien. On a donc chacun notre zone d'ombre et ça comprend tous les interdits qui ont été induits. Donc, tout ce que nos parents, nos professeurs, nos grands-parents, nos enseignants, nos coachs nous ont interdit de faire, ça fait partie de notre zone d'ombre. C'est aussi tout ce qu'on refuse d'être. Si moi, je suis timide et je m'empêche de prendre la parole en public, mais ça fait partie de ma zone d'ombre. C'est aussi tout ce qu'on n'assume pas. Quelqu'un qui fait pas sa sortie du garde-robe et qui n'affirme pas son orientation sexuelle. Quelqu'un qui n'affirme pas son côté artiste. Quelqu'un qui n'affirme pas un rêve qu'il voudrait réaliser. Donc, tout ce qu'on n'assume pas et ce qu'on rejette en nous que l'on n'aime pas du tout. Donc, tu t'imagines bien que ça fait beaucoup d'éléments. Ça peut être donc de l'auto-sabotage, une zone d'ombre. T'as tout compris. Et dans la zone d'ombre, il y a une zone d'ombre noire et une zone d'ombre blanche. La zone d'ombre blanche, c'est tout ce que je me suis pas permis de développer. C'est tout mon potentiel que j'ai pas développé. Fait que quand je vais voir quelqu'un d'autre qui met en valeur un potentiel similaire, ça va me rendre jalouse ou envieuse parce que moi, je n'ai pas osé le développer. Donc, si j'ai quelqu'un qui me dérange parce qu'il prend toujours la parole, puis il parle tout le temps de lui, ou il arrive à parler en public, ou il arrive à chanter, ou il arrive à danser, mais moi, je n'ai pas développé cette qualité-là, ça se peut que cette personne-là me tape royalement sur les nerfs, mais c'est juste parce qu'elle vient me dire à mon inconscient, tu l'as pas développé, toi, ce talent-là. Mais ça se passe dans l'inconscient. Mon conscient, lui, il s'en souvient pas pantoute que je n'ai pas développé cette partie-là, mais mon inconscient, lui, s'en souvient. Ça, c'est une zone d'ombre blanche. La zone d'ombre noire, c'est tout ce que je n'aime pas de moi. C'est tous mes défauts. C'est mes erreurs. C'est mes coups bas. C'est toutes les fois où j'ai haussé le ton puis c'était vraiment pas justifié. C'est toutes les fois où je me suis comportée d'une façon inadéquate. C'est tout le mal que je pense avoir fait aux autres. Ça, c'est la zone d'ombre noire. Les zones d'ombre, généralement, nous, on ne voit pas notre propre zone d'ombre. On voit la zone d'ombre des autres. Mais on se rappelle que ce qui me dérange chez une autre personne, c'est quelque chose qui est en moi et qui n'est pas guéri, pas résolu. Donc, si je ne travaille pas mes zones d'ombre, tout ce qui se retrouve dans mes zones d'ombre, je vais le voir chez les autres et les autres vont me déranger. Et quand les autres me dérangent, ça veut dire que j'ai un travail à faire sur moi. Sauf que ce travail-là, évidemment, il doit être encadré. Une zone d'ombre, ce n'est pas une ennemie. C'est une alliée. C'est une opportunité d'apprentissage. C'est une opportunité de développement. C'est une partie de nous qui est inexplorée. Donc, c'est ma job de la travailler, sauf que ça va être des parties de moi que je n'aimerais pas.
c'est donc des parties qui peuvent sembler redoutables ou honteuses. Donc Souvent, on veut pas aller là. On veut pas aller là exactement. Et ça va se manifester sous la forme de jugement des autres, sous la forme de rejet, sous la forme de peur, sous la forme de projection, sous la forme de préjugés. Donc, il y a plusieurs formes de manifestation de la zone d'ombre. Mais c'est juste une partie de moi que je ne connais pas. Fait que c'est comme si l'ombre là, c'est comme une espèce de sac poubelle là. Puis dans le sac poubelle là, il y a tout ce que j'ai refoulé puis qui s'est accumulé. Mais si je travaille cette zone d'ombre-là, j'augmente ma connaissance de moi, j'apporte un calme et une libération, ça me permet de retrouver l'enfant en moi et de l'aider à cheminer, ça me permet de sortir de la victimisation, ça me permet de me débarrasser de mes comportements saboteurs, ça me permet de me libérer de la procrastination, ça me permet d'enlever tout ce qui m'empêche d'atteindre mes objectifs. Donc, il y a beaucoup d'utilité à travailler les zones d'ombre. Mais il faut le faire, évidemment, parce que une zone d'ombre, là, quand on la travaille, on se sent épanoui, mais quand on la travaille pas, ben on se bat avec nos démons intérieurs. Oui, puis on accuse les autres aussi, hein, souvent. Ben c'est ça. Fait que c'est ça qui est compliqué. Fait qu'il faut réussir à le faire, mais ça va demander beaucoup d'humilité. Et tant qu'on ne le fait pas, la zone d'ombre va amplifier, elle va grandir et elle va faire qu'on va devenir, puis je suis sûre que tu en connais, ça fait des gens plus aigris. Oui. Plus chialeux. Oui. Plus dans le jugement. Mon Dieu, là, j'ai des noms qui viennent en tête. C'est sûr. Il y en a qui deviennent même obsessionnels, là. Tu sais, juste ils se nourrissent des mauvaises nouvelles, là. Tu sais. Annabelle, il faut que je te pose une question parce que là, ça me parle de plus en plus, ça. Je savais que j'allais avoir une curiosité. Moi, je pense que je les aime, mes zones d'ombre. Et je suis curieux d'aller voir pourquoi j'ai ça. Est-ce que c'est malsain? Non, au contraire, c'est tout à fait sain, mais il faut le faire. Mais il faut le faire de la bonne façon. Parce qu'il y a des gens qui, sous prétexte, puis je suis sûre que tu en connais aussi, sous prétexte de dire que ils aiment travailler sur eux, vont plutôt nourrir la nostalgie, nourrir la tristesse, nourrir l'anxiété, nourrir la peur, nourrir une peine démesurée. Donc, ils travaillent pas sur la zone d'ombre, ils l'amplifient. Oh, OK. Fait que, il y a des gens là, qui vont prendre du temps là, le matin là, pour aller se demander pourquoi aujourd'hui je ne vais pas bien. Quelle question de merde. Oui, en effet, parce que là, tu restes pris dans un état plutôt négatif. Moi, si j'ai un certain malaise, parce qu'on appelle ça une zone d'ombre, donc c'est pas nécessairement reluisant, mais moi, je veux comprendre ce côté-là de moi, mais pour m'en sortir ou pour l'apprivoiser. Est-ce qu'on peut apprivoiser une zone d'ombre? En fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est justement le fait d'apprivoiser son ombre qui va faire que cette ombre-là va tranquillement revenir vers la lumière. Et l'idée, c'est d'identifier le lien avec les émotions. De regarder à chaque fois qu'on a une remarque ou une moquerie qui nous fait ressentir une émotion inconfortable, il va falloir aller travailler cette émotion-là qui est en fait un sentiment, en fait, là, parce que c'est quelque chose que le cerveau a entretenu. Et on va aller regarder aussi nos croyances, tout ce qui nous empêche de se développer. Puis on va regarder dans quel moment on a l'impression que notre estime est un peu douteuse. Fait qu'on va aller travailler ces éléments-là, mais il faut savoir qu'il y a deux formes d'expression de la zone d'ombre. Il y a ce qui est réprimé et il y a ce qui est refoulé. Ce qui est réprimé. Ouais, je voulais savoir la différence entre les deux. On va la distinguer. OK. La répression, c'est un choix conscient et volontaire. Par exemple, quand je suis avec un client en coaching et le client me raconte une anecdote qui me rappelle quelque chose que j'ai vécu et qui a une émotion qui monte, je vais la réprimer. Je vais dire à mon cerveau, j'entends ta souffrance, je la vois. En ce moment, je suis avec un client et je vais m'occuper de toi après ma rencontre client. Donc, je vais te demander de simplement faire un pas de côté et dans 40 minutes, quand je termine ma rencontre avec le client, je vais prendre soin de toi. Donc, volontairement, je calme et je réprime
cette émotion-là, mais après ma rencontre client, il faut que je m'en occupe, par exemple. Donc ça, c'est un choix volontaire que l'on va faire pour une émotion, pour une attitude, et il y a une émotion forte qui monte, mais si je me dis, je te vois, je te reconnais, je t'accueille et je vais m'occuper de toi dans X temps, et que je le fais vraiment, là, dans ce temps-là, cette émotion-là ne va pas créer une ombre épouvantable. Ça va créer des traces, mais rien de catastrophique. OK. Quand c'est du refoulement, là, on rentre dans l'interdit, dans des émotions fortes aussi, dans des désirs ou dans des besoins, mais que on est pogné avec, on ne sait pas quoi faire avec et ça s'emmagasine dans l'inconscient à notre insu. Un enfant dont les parents sont alcooliques et qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, c'est une bonne journée, c'est une mauvaise journée, j'ai-tu le droit d'écouter la télé ou maman, elle va chialer parce que ça fait trop de bruit, j'ai-tu le droit de manger, c'est mieux d'aller dehors? Tout ce stress-là va rentrer dans le refoulement. Un enfant qui est abusé, ça va rentrer dans le refoulement. Un enfant qui est intimidé, ça va rentrer dans le refoulement. Un enfant qui est victime de la violence verbale d'un parent ou d'un professeur qui aurait dû demander un arrêt maladie, ça va se rendre dans le refoulement. Donc, tout ce que l'on ne peut pas verbaliser, tout ce qui n'est pas accueilli, tout ce qui n'est pas géré, tout ce qu'on fait rien avec, là, ça s'en va dans l'inconscient. Et là, ça va créer des zones d'ombre, des comportements et des pensées que je ne maîtrise pas. OK. Et dans les interdits, ben il y a par exemple l'interdit d'être soi. Et Ça, c'est compliqué. Parce que dans l'interdit d'être soi, il y a des parents, entre autres, qui acceptent pas que leurs enfants grandissent. Ils voudraient donc que ça reste des petits bouts de chou. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, l'enfant devient un ado, puis lui, il voudrait s'émanciper, puis il voudrait coucher chez des amis, puis il veut dépasser l'heure de coucher. Le parent qui accepte pas que son enfant grandit, c'est un interdit de devenir soi-même. Je connais une cliente que quand elle essayait de prendre la parole dans un souper de famille, sa mère lui donnait des coups de pied en dessous de la table pour la faire taire. Mais ça, c'est un interdit de devenir soi-même. Donc ça crée des méga zones d'ombre. Il y a des interdits sur les émotions. Combien de petits gars se sont fait dire « Arrête de brailler, t'es pas une chiffre molle. » Voyons donc! Ah, oui, c'est vrai, on a entendu ça souvent. C'est épouvantable, là. Un homme, ça braille pas. Un homme, ça braille pas. Une femme, ça se met pas en colère. C'est laid, une petite fille qui est fâchée. Voyons donc, c'est épouvantable. Tous les cerveaux vivent des émotions. Un gars a totalement le droit de vivre de la peine et c'est même très sain qu'ils vivent de la peine. Oui. Et une fille a totalement le droit de vivre de la colère et c'est très sain qu'elle vive et qu'elle exprime de la colère. Fait qu'évidemment, quand on a des gens qui essaient de nous empêcher, ça va faire des ondes d'ombre. Il y a des interdits qui portent sur des apprentissages. Il y a des parents, par exemple, qui considèrent qu'un garçon, ça devrait pas faire de danse. C'est trop féminin. Voyons donc, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Il y a des parents qui considèrent que les petites filles ne devraient pas faire d'arts martiaux et ne devraient pas faire de boxe. Ça aussi, c'est ridicule. Donc, d'empêcher des apprentissages, pendant longtemps, on a dit que les filles ne pouvaient pas apprendre l'informatique et les sciences parce que c'était trop compliqué pour eux autres. Fait qu'évidemment, les cerveaux des petites filles ont emmagasiné que comme c'était trop compliqué pour eux autres, ben ils n'y arriveraient pas. Et arrive à ce moment-là la même chose que l'effet nocebo. Le cerveau arrive pas à se concentrer puis à focaliser. Quand on a changé le discours, ben c'est drôle. Les femmes se sont mis à réussir et aujourd'hui, 80% des étudiants en médecine sont des femmes. Parce que tout ça, là, ça affecte l'estime de soi. T'as tout compris. Bon. Et il y a plein d'interdits. L'interdit par rapport à l'intimité. Combien d'adolescents se sont jamais fait expliquer par leurs parents, ça va être quoi la première fois qu'ils vont faire l'amour? Le corps de l'autre personne est constitué comment? Comment on devrait se comporter? Moi, j'ai des amis que quand ils ont été menstrués, ils savaient pas ce qui leur arrivait, ils pensaient qu'il y avait une hémorragie parce que les parents avaient jamais expliqué c'était quoi des menstruations. Donc, puis là, on s'entend, là, mes amis n'ont pas 150 ans, là. Donc, il y a beaucoup d'interdits comme ça qui sont vraiment dommageables et il y a des interdits qui portent évidemment sur l'affirmation de soi. Et tous ces interdits-là vont créer dans notre système réticulé activateur, donc là où la colonne s'attache au cerveau, ça va créer des croyances, ça va créer des identités saboteuses, ça va créer des programmes erronés et ces programmes-là vont entraîner la génération
la création de pensées négatives, de ruminations qui vont entraîner aussi la création d'émotions, qui vont entraîner la création de comportements et qui va donner des expériences. Et la réalité, c'est ce qu'on appelle la chaîne humaine. Puis là, ça fait des patterns qu'on répète tout le temps, puis qu'on s'auto-sabote, puis on se dit, ben écoute, comment ça se fait que ça m'arrive tout le temps, ça? Ben c'est à cause de ces programmations-là. Exact. Qui sont dues aux zones d'ombre. Hey, je suis quand même bon, hein? Non seulement tu es bon, mais moi, je suis mon PowerPoint de formation pour te donner toutes les infos. Et la diapositive suivante, c'est écrit, watch-moi bien, démasquer l'ombre en examinant les comportements répétitifs dont nous aimerions nous débarrasser. Ben voilà. Mais je voulais te demander justement aussi, comment on fait, mettons, là, on écoute cette chronique-là, là, puis là, ça réveille quelque chose en nous. Hey, mais comment on fait pour reconnaître nos zones d'ombre qui nous empêchent d'avancer puis d'être vraiment qui nous sommes, là? Ouais. Il y a 5 éléments. Donc, de regarder les comportements répétitifs dont on voudrait se débarrasser, ça, c'est un indice de zone d'ombre. La deuxième chose, les rêves récurrents. Ah, parce que c'est des indices, ça. Ça, c'est des indices. OK. L'autre chose, les fantasmes ou les rêveries éveillées. Tu sais, quand tu conduis, puis ton cerveau tombe un petit peu dans la lune, puis là, tu te mets à penser à plein d'affaires, tu prépares le souper, puis là, ton cerveau se met à imaginer des conversations avec du monde qui existent même pas ou qui n'ont pas rapport. Oui. Bien, là, il y a des fantasmes éveillés, puis souvent, dans nos fantasmes éveillés, on engueule du monde. On les envoie promener. Oui. Et c'est ça qu'il faut aller regarder. Il faut regarder aussi le genre d'humour que l'on a et on va devoir se poser des questions en particulier. Et là, je te donne des idées de questions. Quels sont les aspects les plus flatteurs de ton ego social, ceux que tu aimerais voir reconnus par les autres? Et là, on répond à ça. Quelles sont les qualités ou les traits contraires que tu voudrais te débarrasser? C'est quoi les sujets de conversation que tu as tendance à éviter? Et c'est quoi les sujets de conversation que tu n'oses pas aborder? Dans quelle situation tu te sens nerveux, hypersensible ou sur la défensive? Ça, c'est sûr qu'il y a une méga zone d'ombre en arrière de ça. Et quel type de remarques te font particulièrement réagir? Dans quelle situation tu te sens inférieur ou tu manques de confiance en toi? Puis la plupart du temps, les fois où tu te sens pas à la hauteur, ben souvent, ça va être des éléments où tu vas te sentir pas assez compétent, pas assez articulé, pas assez intelligent ou pas assez discret. Et c'est ça qu'il faut aller regarder. OK. En général, qu'est-ce que les gens disent ou pensent de toi? Te considères-tu comme une personne aimée et respectée? Dans quelle situation tu ne te sens pas aimé ou pas respecté? Dans quelle situation tu éprouves de la honte et c'est dans quelles circonstances? Dans quel domaine tu paniques à l'idée de laisser paraître une faiblesse? Wow. Quelle sorte de critique t'agace ou même t'irrite? Qu'est-ce que tu penses des critiques en général et qu'est-ce qu'elles remettent en question chez toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui critique et est-ce que tu as de la difficulté à accepter les compliments? À propos de quoi te sens-tu bouleversé ou insatisfait de toi-même? Par quelle qualité ta famille se distingue dans ton milieu? Fait que tu vois, il y a des questions comme ça qui permettent d'aller creuser davantage. Et ces questions-là, il y a une façon de faire. C'est-à-dire qu'on a une espèce de journal qu'on appelle un journal de shadow work, un journal donc de travail des zones d'ombre, où quotidiennement, on fait des exercices de questions-réponses par écrit. Mais pas n'importe quelle question. Tu as vu la nature des questions que je viens de te proposer. Oui. Il y a une façon de faire pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle une abréaction. Une abréaction, c'est quand il y a un mauvais souvenir qui remonte, qui est pas nécessairement clair, mais qui va entraîner une montée émotionnelle intense qui va s'exprimer. La personne va fondre en larmes, mais c'est des sanglots. Écoute, ça arrête plus, c'est un déluge.
ou la personne vit une colère intense puis elle va frapper dans les murs, ou la personne vit une terreur épouvantable. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux questions que l'on utilise pour faire le travail sur l'apprivoisement des zones d'ombre. Et on va accompagner ça de techniques de méditation, de techniques de travail sur le système nerveux pour le calmer. Donc, il y a des techniques de respiration, il y a des techniques de fascia, il y a des techniques d'acupression, il y a des techniques d'EFT, il y a des techniques d'hypnose, il y a des techniques de sons binauraux pour calmer le système nerveux et lui faire sentir qu'il est en sécurité. Et plus on travaille ces éléments-là, plus on voit nos zones d'ombre, plus les zones d'ombre des autres ne nous affectent plus. On est libéré de ça, puis on est de plus en plus soi-même. Exactement. Et évidemment, c'est un travail qu'on va reprendre de temps en temps. Moi, je reprends ce travail-là, je te dirais à peu près à toutes les 5 à 7 ans. Souvent, je vais être bonne là, pour une couple d'années. Puis là, oups, il y a une vieille zone d'ombre qui réapparaît. Et là, je vais la retravailler. Il y a des éléments que je travaille annuellement. Là. Il y a des éléments que je travaille par saison, des éléments une fois par année. Mais il y a des éléments que je vais travailler aux 5 ans ou aux 7 ans parce qu'il y a plein de choses qui se libèrent et ça laisse la place pour que les vieilles zones d'ombre puissent émerger. Parce qu'évidemment, des zones d'ombre, on en a beaucoup. Et plus on se libère, plus ça fait que le comportement des autres, on le remarque, on est en désaccord, mais sincèrement, on s'en fout comme de l'an 40. Et ça permet de ne plus réagir émotionnellement de la même façon. Ouais. Et évidemment, la vie va faire en sorte de nous offrir plein d'opportunités pour travailler sur nos zones d'ombre, mais plus on le fait, plus évidemment, ça va être efficace. Et l'idée, évidemment, c'est toujours de calmer le système nerveux, de me ramener dans du parasympathique, de gratitude et de zénitude, d'être capable d'accueillir ce qui arrive sans être contaminé et tout en étant dans le respect de mon émotion. Je suis pas là pour bloquer l'émotion. Je suis là pour accueillir l'émotion, mais faire en sorte qu'elle ne se transforme pas dans un sentiment et dans une souffrance. L'idée, c'est que ça se passe le mieux possible. Puis évidemment, plus je vais le faire, plus je vais être en paix, et plus je vais être en paix, plus je vais être en santé aussi. En terminant, Annabelle, j'aimerais juste t'entendre sur le fait que, tu sais, des fois, quand quelque chose nous détruit, là, on aime ça y retourner quand même. On dirait qu'on est des sadomaso. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Est-ce que l'être humain fait pas exprès pour se torturer, justement? C'est en effet une espèce d'auto-torture. Puis ce qui est particulier, c'est qu'on se rend compte que quand on retourne dans une souffrance, dans certains cas, le cerveau va se mettre à produire un petit peu de dopamine. C'est comme quand on scrolle sur les réseaux sociaux ou quand on regarde le Journal de Montréal puis on lit les mauvaises nouvelles. Oui, on est attiré vers ça. On est attiré vers ça. C'est la partie de notre cerveau qui cherche les menaces inévitables. Et c'est une partie aussi de notre cerveau qui considère que nous, on est meilleurs puis les autres, c'est des cabochons. Ah, donc, on se console. On se console, puis on a l'impression que les autres, de toute façon, nous arrivent pas à la cheville. Nous autres, on est tellement mieux. Fait que c'est une façon de s'auto-gratifier. Mais évidemment, c'est une façon très malsaine. C'est comme de dire, c'est comme les gens qui savent très bien que la cigarette, c'est pas bon, mais ils continuent d'en prendre. Oui. Il y a une forme d'addiction aussi là-dedans. Et c'est très difficile pour le cerveau de ne faire que les choses bien et justes. Quand les gens adoptent des bonnes habitudes et qui se disent « j'ai bien mangé toute la semaine, je me suis entraîné toute la semaine, c'est parfait », et que je me dis que je suis en train d'atteindre mon objectif, il y a une partie du cerveau qui gère l'autosabotage qui va dire « Ha ha, watch out, vendredi, tu vas être fatigué, on va s'arranger pour te faire croire que là, tu as eu une grosse semaine, donc tu mérites bien de l'alcool, du gras ou du sucre. » Donc, il y a une façon de parler différemment au cerveau. Fait que c'est pour ça que quand on prend soin de soi durant la semaine, on ne se félicite pas d'avoir pris soin de soi. On va se dire, bravo, oui, tu te rapproches de ton objectif. Donc, on met une notion de progression dans le cerveau. Fait que là, le cerveau, il pense pas que l'objectif est atteint. Alors que si je me dis, j'ai bien travaillé cette semaine, lui, il pense que là, c'est fini, ça, il prend sa récompense et il va s'arranger pour que la récompense soit de l'auto-sabotage.
Ça, c'est le petit démon que nous avons en nous. Ouais, c'est ça. Il est chiant un peu. Et oui, en effet. Cette chronique-là me fait beaucoup penser à une chanson de Lady Gaga qui comprend un mélange de vulnérabilité, de noirceur, mais aussi de lucidité, parce qu'elle expose une part d'elle qui est plus noire. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. C'est la chanson Disease de son plus récent album, où on la voit personnifier un personnage. Elle est toute en noir. Puis là, il y a un autre personnage qui est tout en rouge. Puis là, il y a comme une complicité entre les deux, comme si ils dansaient ensemble. Parce qu'on sait tous ce qui nous détruit. Puis on n'a pas tout à fait le courage de décrocher. Fait que là, il y a comme une dualité. Ouais. Et ça montre qu'on peut être à la fois celui qui souffre, mais aussi celui qui entretient cette souffrance-là. Fait qu'il y a comme, en tout cas, Lady Gaga, depuis plusieurs années, elle se bat contre un peu, on appelle ça les zones d'ombre, mais ça peut être des genres de démons aussi qu'on a dans nos têtes, là. Mais en fait, ça va avec la légende amérindienne des deux loups. Rappelle-toi, dans cette légende-là, il y a un grand-père qui raconte à des enfants dans le village qu'il y a à l'intérieur de nous deux loups. Un loup blanc qui est gentil, qui est affectueux, qui est respectueux, qui parle bien, qui fait attention aux autres. Et on a un loup noir qui est menteur, qui est colérique, qui est triste, qui est agressif. Et il dit qu'on vit avec ces deux loups-là. Et à un moment donné, il y a un de ses petits-enfants qui lui dit « Mais grand-papa, lequel des deux gagne? » Et le grand-père amérindien de répondre « Celui que tu nourris. » Ouais, voilà. Ça veut tout dire. Exactement. Je me rappelle de cette histoire-là. Est-ce qu'on peut travailler nos ondes d'ombre? Parce que des fois, quand on est dedans, on le vit, on est moins objectif. On peut faire ça en ta compagnie? Totalement. Puis il y a des techniques d'hypnose qui sont très efficaces. Je pense entre autres à la métaphore qu'on appelle le ménage du printemps, où on va justement, au niveau de l'inconscient, faire un ménage du printemps sans avoir à plonger dans l'événement. Parce que l'inconscient, lui, il comprend très bien la symbolique, et quand on dit à l'inconscient de faire le ménage, il fait le ménage, et il le fait en se visualisant en train de mettre dans des sacs à poubelle tous les éléments dont il veut se débarrasser, en train de balayer tous les comportements qu'il veut éliminer, sans qu'on soit obligé de replonger dans une situation en particulier. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, faites le ménage du printemps avec Annabelle Boyer en la consultant via son site internet annabelle-boyer.com ou joignez-la sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, X. Non, t'es pas sur X, oui. T'es sur... Oui, t'es sur X aussi. Ah ben oui, je partage les trucs en te taguant sur X et TikTok également avec tes vidéos très instructives. Alors voilà l'univers d'Annabelle Boyer. Ce fut très, très, très intéressant. Je pense que je vais prendre rendez-vous, Annabelle. Je veux te parler de mes zones d'ombre. Ça me fait plaisir. Bonne semaine! Bye!